Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du plus grand scandale sanitaire américain, de Big Pharma comme on dit maintenant. Pour ce faire, j'ai invité une actrice américaine, Béatrice Rosen, qui est très impliquée dans la politique sanitaire et sur le Covid. Béatrice Rosen, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Je vous en prie. Vous êtes donc actrice, vous avez joué dans 23 films, dont Dark Knight de Keith Batman, 2012, également dans 27 séries et téléfilms, dans une pièce de théâtre avec Bernard Tapie. Je ne désespère pas de faire une émission avec vous sur les deux séries de Bernard Tapie, mais enfin bon, on verra. Donc vous êtes également comme chroniqueuse maintenant à TPMP, vous êtes ce qu'on appelle une influenceuse, vous intervenez pas mal sur le Covid et sur des questions sanitaires, vous êtes donc la personne qui a les clés, je dirais, de compréhension de Painkiller. Alors Painkiller, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Painkiller, littéralement, ça veut dire tueur de douleur. Voilà, donc je pense que c'est pas anodin comme titre. Évidemment, c'est le nom usuel pour un antidouleur, ce qu'on appelle nous un antidouleur. Oui. Mais d'utiliser le mot killer dans le titre, je pense que c'est évidemment percutant et c'est à double tranchant, étant donné que c'est un médicament qui a été surprescrit et ça a donné des morts. Des morts. Alors, c'est le pitch, c'est très simple, enfin le résumé, le pitch comme on dit dans votre pays, donc j'essaie de m'adapter. Donc le pitch, c'est l'oxycontin, qui est une molécule qui est l'oxydone, qui a été inventée en 1916, qui a été choisie donc par Purdue Pharma, qui est très addictive. Vous nous direz si c'était intentionnel ou pas le côté addictif. La série, elle laisse entendre que oui, quand même. Hein. Et donc, cette molécule a fait un très, très grand nombre de morts. On lui a reproché une espèce de politique commerciale poussée à l'extrême. Donc, ils ont recruté des jeunes filles blondes en faculté de médecine pour aller user de leur charme auprès des médecins, pour leur fixer des quotas, ou quasiment. Hein, et puis, on les voit rouler en voiture de sport. Enfin, c'est un peu excessif, mais c'est comme ça en Amérique ou au pays de la liberté, mais aussi du commerce roi. Alors, pour revenir sur la série, en fait, c'est une série vraiment de bonne qualité. Je la conseille même en tant que divertissement. Peter Berg, qui a été primé à Hollywood, c'est le réalisateur, vraiment a fait un très bon travail. En ce qui concerne l'intention de départ du laboratoire et de la famille qui détient le laboratoire, dans la série, il laisse planer un petit peu le doute. En fait, on ne sait pas si c'était complètement intentionnel dès le départ de mentir sur le côté addictif du médicament, sur le degré d'addiction que créait ce médicament, ou si en fait les protagonistes sont laissés entraîner dans le succès en fait qu'avait ce médicament et les bénéfices engrangés. Voilà, on n'arrive pas à savoir exactement l'intention. On n'est pas dans la tête de ces gens de toute façon, et sans procès, on peut pas parler à leur place. Mais en tout cas, le doute plane, et donc cette série est une enquête sur la fabrication, la mécanique de ce scandale qui est arrivé à faire 500 000 morts. C'est ça. Et à avoir des accords juridiques entre le cabinet de conseil qui a fabriqué la stratégie du laboratoire pour vendre et prescrire en masse ce médicament. Et donc ce cabinet de conseil, c'était McKinsey. Et ça a mené aussi à un accord juridique avec le laboratoire et la justice américaine. Et la Cour suprême cet été vient de suspendre cet accord juridique avec le laboratoire. On va voir ça. Voilà. On va voir ça. Vous dites, on n'est pas dans la tête de ceux qui ont vendu et fabriqué. Je suis d'accord. Mais alors, la série, elle fait quand même une allusion assez forte, puisqu'on voit le PDG de Purdue dire la vie est un balancier qui oscille entre la douleur et le plaisir. Si on arrive à mettre le balancier au milieu, il n'y aura plus de problème d'argent pour Purdue.
c'est donc une phrase assez cynique et assez dure quand même. Je ne sais pas si elle est réelle ou si elle n'est pas réelle. La série se veut à la fois comment dirais-je, une histoire vraie, mais qui prend quand même des libertés. Alors je pense qu'en fait, au début de chaque épisode, il y a 6 épisodes, au début de chaque épisode, il y a un disclaimer, c'est-à-dire qu'ils disent que les personnages sont fictifs, etc. Oui, Sauf qu'ils, voilà, c'est pour éviter le procès et pour contrebalancer cette obligation juridique, le réalisateur a fait venir au début de chaque épisode, et ça c'est assez poignant, une famille qui a perdu un enfant ou un membre de sa famille et qui témoigne. Et donc il y a un mini témoignage au début de chaque épisode qui dit voilà, peut-être que... Avec pas mal de dignité. Avec beaucoup de dignité, mais en même temps ça rend le témoignage d'autant plus poignant. Et ils disent, voilà, la série est fictive, mais mon histoire ne l'est pas, et mon enfant, avec l'image de leur enfant, et on voit que ça a touché toutes les catégories sociales, des gens très jeunes, parfois des classes moyennes supérieures. Il y a eu aussi beaucoup de classes moyennes et classes populaires, parce que le travail avec une pénibilité physique devait être compensé par une prescription médicamenteuse. Et on voit là tout le cynisme. Et comme vous dites, en fait, cette série, si on devait la résumer à un mot, c'est le cynisme. C'est-à-dire qu'on y voit tout le cynisme qu'il y a dans le business de la santé. Et c'est ça qui parfois peut surprendre, parce qu'on pense que les autorités, même médicales, que tout le monde veut notre bien. Et en fait... il y a un élément très cynique dans tout ça. Alors, il y a eu ça, vous l'avez rappelé, depuis l'an 2000, il y a eu 500 000 morts, donc c'est quand même pas rien. C'est-à-dire la moitié que le Covid, qui est un peu surreprésenté aux États-Unis aussi, hein, donc la moitié du Covid aux États-Unis. Pourquoi une telle hécatombe n'est pas extrêmement médiatisée? Je veux dire par là, quand on regardait par exemple le Covid, on avait tous les jours un décompte avec le nombre de morts du jour, une totalisation, etc. Là, il y a 500 000 morts et je sais pas, il n'y a pas de compteur. Enfin... Alors aux États-Unis, on en a parlé médiatiquement. C'est vrai qu'en France, en tout cas, on en a très peu. Les gens ne sont pas vraiment au courant de ce scandale sanitaire, et donc ça a été traité de façon complètement différente. Est-ce que c'est pour ne pas mettre un soupçon sur les laboratoires ou sur le marketing justement lié à la santé? Quelles sont les raisons de cette non-médiatisation? Je ne sais pas. Et effectivement, aux États-Unis, on parle quand même d'épidémie de consommation d'opioïdes. Donc il y a quand même ce facteur épidémique. Comme le Covid est une épidémie, on parle d'épidémie de consommation d'opioïdes qui a tué autant. Donc effectivement, c'est étonnant, et on comprend donc que les causes de mortalité ne sont pas égales et traitées de la même façon, et qu'il y a peut-être des raisons politiques et financières à les traiter différemment. Oui, parce que le Covid, ça a été un traumatisme immédiat, c'est-à-dire international et immédiat. On en a parlé partout, alors que là, c'est une affaire qui traîne en fait depuis 1990. Le procès a lieu en 2000. La boîte dépose son bilan en 2019, mais enfin les procès sont en cours. Donc c'est quand même une affaire sur au moins 30 ans. La vraie différence en fait avec le Covid, c'est qu'au début le Covid, il y avait cet aspect très mystérieux, c'était quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas, alors qu'en fait l'Oxycontin, dedans il y a des choses. Je suis pas médecin et je veux pas du tout, mais il y a des choses qui sont proches issu de l'héroïne, ou un mélange ou quelque chose en rapport avec l'héroïne qu'on connaît déjà. Et donc les dynamiques en fait de traitement médiatique et même de traitement de vente des médicaments étaient complètement différentes. Et c'est vrai qu'on voit le côté politique qui vient se mêler à tout ça pour traiter une information, peu importe le nombre de morts au final, même s'il est similaire. Alors on voit un truc assez incroyable, enfin je pense que ça existe en France aussi, mais ils ont des réunions de brainstorming pour trouver le bon nom, parce que c'est la clé de voûte du médicament. Et donc, ils lancent des mots comme ça en l'air, en essayant de trouver un mot qui ne reflète ni la douleur, ni la mort, ni le cancer, ni des choses comme ça. Donc, cette espèce de marketisation, de marchandisation de la santé, ça vous choque ?
Moi, ça me choque. En fait, justement, je trouve que cette série est d'utilité publique parce qu'on voit le mécanisme derrière la vente d'un produit médicamenteux. Et on a cette idée, cette illusion que, encore une fois, que tout le monde veut notre bien, alors qu'en fait, dans cette industrie, un médicament, c'est un produit. Et donc, il faut le vendre, le rendre attractif, le rendre peut-être parfois sexy ou avec ou peu importe quel adjectif pour pouvoir le vendre au maximum. Et on voit que non seulement sur le nom, mais même sur la stratégie qui a été pensée, le cynisme a été immense en amont et en aval. En amont parce que finalement ça a été une responsabilisation de toute la chaîne des intervenants, c'est-à-dire du laboratoire aux filles qui faisaient les commerciales, aux médecins qui surprescrivaient, qui étaient incités à prescrire des doses même plus importantes pour avoir des bonus. Enfin, on voit le cynisme et finalement la dilution de la responsabilité parce que c'est une façon de culpabiliser tout le monde s'il y a un problème. Et ça rappelle un petit peu, en tout cas moi, ça m'a rappelé un petit peu la crise sanitaire du Covid, où finalement on a eu cette distribution de la responsabilité à tous les échelons. Et donc ça me choque. Ça me choque. L'analogie avec le Covid, à mon avis, c'est double. D'abord se pose la question de la sincérité de l'industrie pharmaceutique. Ça, vous allez m'en dire un mot. Et ensuite, il y a quand même une grosse différence entre le Covid et ça. C'est que dans le Covid, on a un retour, un feedback, comme on dit chez vous, un retour d'informations sur l'engorgement des hôpitaux, etc. Là, il y a beaucoup de gens qui meurent. On voit dans la série que finalement, il y a une espèce de divorce entre les médecins qui prescrivent à outrance et de l'autre côté, le secteur hospitalier qui, lui, ramasse les corps et traite les gens, quoi. Donc là, il y a une petite différence. Alors, sur la sincérité de l'industrie pharmaceutique, est-ce que vous croyez qu'on doit faire une analogie avec le Covid ou pas ? Moi, je pense qu'il faut analyser tous ces sujets de façon pas binaire, c'est-à-dire c'est pas ou tous des gentils ou tous des méchants, c'est pas manichéen. Oui. C'est-à-dire que c'est une industrie, évidemment que les laboratoires doivent vivre, faire de l'investissement pour la recherche. Nous, on a besoin de médicaments pour se soigner, donc il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, ce qu'il faut, je pense, c'est réguler au maximum pour éviter les dérives et pour éviter de tomber dans ce cynisme qui, au final, coûte des vies sous prétexte d'en sauver. Le slogan pendant le Covid, c'était « oui, on sauve des vies », mais parfois, on peut malheureusement tuer au nom de sauver des vies. Donc c'est vraiment, il faut que les organismes de régulation et de contrôle soient extrêmement fort, pertinent et effectif. Et justement, dans cette série, en tout cas, comme le réalisateur l'a traité, le rôle de l'agent de la FDA est majeur, qui s'appelle Curtis Wright. C'est un homme qui est encore vivant. Et en fait, on voit on a l'impression, en fait, que quand un médicament doit être approuvé, il y a tout un panel, on fait des tests, enfin, il se passe plein de choses. Et là, on s'est rendu compte avec cette série qu'il n'y avait qu'un seul homme qui était responsable. Qui n'a pas de laboratoire. Qui n'a pas de laboratoire, qui était dans son bureau et qui révisait les données qu'on lui fournissait. Un clampin administratif. Voilà. Et qui a décidé à lui tout seul de la validation de ce médicament. Après l'avoir refusé de nombreuses fois. Alors, il avait l'air d'être assez éthique. En tout cas, je me base sur ce qui est dit dans la série. Donc ça, c'est la vision de Peter Berg. Il avait l'air assez éthique et en fait, au fur et à mesure on l'a amadoué, le laboratoire a fini par l'inviter 2 jours dans un hôtel où on ne sait pas ce qui s'est passé quand il est sorti de l'hôtel. Ça, c'est une scène de la série. Quand il sort de l'hôtel, après on ne sait pas quoi, il valide tout d'un coup ce médicament que pourtant il avait refusé maintes fois. Et comme par hasard, 1 an après, il quitte son travail où il gagnait à peu près, en tout cas c'est ce qui est dit par Peter Berg, dans les $50,000 par an, pour accepter un travail chez le laboratoire en question, chez Purdue, où là, il gagnait plus de $400,000 par an. Donc on comprend en creux qu'il y a dû avoir des petites choses qui se sont passées dans cet hôtel. Il y a une chose qui peut peut-être expliquer quand même aussi le fait qu'il y a eu plus de dégâts aux États-Unis et au Canada d'ailleurs,
qu'en Europe, c'est deux choses. Premièrement, c'est un médicament qui existe toujours, ça c'est sûr. Il est utile quand quelqu'un a un cancer en phase terminale, ne pas souffrir, c'est formidable. Mais aux États-Unis, il était accordé de manière, je dirais, extrêmement libre, quoi, en fait, pour des mots pas très importants. Oui, parce qu'ils se sont basés sur une ligne publiée dans un journal scientifique qui disait que probablement on pensait que c'était pas aussi addictif que d'autres antidouleurs opioïdes. Et sur ce peut-être on pense, qui ne veut rien dire, qui est le on, qui pense, enfin... Oui. Toute la stratégie pour convaincre les médecins, c'est basé sur ça, sur des éléments de langage, en fait, finalement. Au lieu de preuves solides et tangibles, se sont basés sur des éléments de langage, en tout cas c'est ce qui est dit dans la série, pour convaincre. Et finalement, ça a pris comme une traînée de poudre, parce que c'était efficace dans le sens où les gens n'avaient plus mal et pouvaient reprendre leur vie. Et il y a des douleurs chroniques qui rendent la vie très compliquée. Donc en fait, les accidents du travail, des choses comme ça, bien sûr. Absolument. Et donc ça a eu un succès phénoménal. Il y a eu des campagnes de publicité. Mais il y a eu un succès phénoménal, mais aussi, je pense qu'il y a une grande différence, c'est que le rapport de l'américain avec le médicament est différent du rapport avec l'européen. Moi, quand je vois une boîte de Doliprane, il y a marqué dangereux et en dessous un surdosage peut entraîner la destruction du foie. C'est en toutes lettres, à moins d'être aveugle, je ne vais pas avaler la boîte de Doliprane, quoi. Donc aux États-Unis, les médicaments sont pas distribués comme ça. D'abord, un grand nombre de médicaments sont en libre service. Bon, pas ceux-là, bien sûr, mais ça a tendance à donner la frontière entre d'un côté les médicaments et de l'autre côté la grande consommation, une frontière un peu ténue, si j'ose dire. La deuxième des choses, c'est comme ils sont vendus à l'unité, on en parle en ce moment, en France, de vendre les médicaments à l'unité. Bon, c'est peut-être très bien, j'ai pas d'avis sur la question, mais en tout cas, ils sont mis dans des espèces de petites boîtes. Des flacons voilà. Transparents avec des autocollants dessus. Évidemment, il y a des petites lignes. Il y a pas de notice. Et la différence aussi, nous, on a une notice. Et qu'on peut faire des publicités. Ayant vécu là-bas longtemps, de temps en temps, on voit des publicités pour des médicaments à la télévision, et parfois c'est assez surprenant. Et à la fin, ils disent demandez à votre médecin, et puis s'ensuit, parce que juridiquement ils sont obligés, la litanie des effets secondaires qui sont mentionnés, mais ils sont mentionnés en ultra accéléré. Donc on a ça fait mal au cœur et mal au ventre, en fait, comme les mentions légales à la radio qui sont inaudibles. Mais les mentions légales, finalement, quelque part, ça désensibilise, ça a au final l'effet inverse de ce que ça devait avoir, parce que ça désensibilise. On en entend tellement toute la journée. Il peut y avoir de la pub sur les médicaments aux États-unis ? En tout cas, moi quand j'y étais, il y avait de la pub. Parce qu'en France, non, il n'y en a pas. Ouais, là-bas, il y en avait, mais je vous dis, avec cette mention légale qui finalement désensibilise, parce qu'on entend tellement toute la litanie qu'on s'y habitue et on n'y fait plus attention. D'accord, voilà. Ok. Alors, il y a un truc assez incroyable dans la série, c'est que il parle d'une première action qui a été intentée et qui a été étouffée. Il a l'air de dire que ça vient de la présidence de la République. Je ne dis pas le président, de la présidence, donc peut-être l'entourage. Mais enfin, ça veut dire que le lobby pharmaceutique aux États-Unis est aussi puissant que celui des armes ? Alors, je ne sais pas si c'est aussi puissant que celui des armes, mais je sais que c'est un lobby extrêmement puissant. Par exemple, il me semble que les Grammys, quand on voyait les Grammys là il y a pas longtemps, on voit à chaque arrêt pub les Grammys sont apportés par tel laboratoire, et on voit le logo qui sponsorise des événements majeurs comme ça. Il y a des lobbies évidemment chez les politiciens, etc., qui financent des campagnes. Bien sûr. Donc oui, c'est très... Évidemment, tout ça, c'est très problématique. C'est un vaste sujet qui pourrait faire une émission en soi, parce que à quel moment, les conflits, les liens d'intérêt deviennent des conflits d'intérêt. Ça, c'est une question qu'on se pose tous. Il y a une opacité dans les prises de décision. On l'a vu même à l'Union européenne avec C'est quand même incroyable que tout ce qui était vaccination, etc., a été payé par les impôts
impôts et donc par les contribuables, et que les contribuables n'aient pas accès en transparence aux contrats et de savoir comment ça a été négocié, etc. Ça, en soi, peu importe le médicament dont on parle, oui. c'est un peu choquant quand même. Oui, bien sûr. C'est un sujet aussi. Oui, bien sûr, c'est un sujet, oui. Oui, c'est sûr. Et donc, cette série, finalement, est intéressante et pertinente actuellement, et extrêmement pertinente parce que ça fait se poser toutes ces questions-là et on prend conscience des intérêts dans tous les sens, en fait. Alors, vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, qu'il y a une chose dont ne parle pas la série, certainement pour des questions juridiques, c'est du rôle de McKinsey. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, en fait, je pense que c'est pour des raisons juridiques, parce que McKinsey ça a été répertorié dans des articles de presse du Figaro et à l'international. McKinsey était à la source de cette stratégie vraiment précise d'aller démarcher les médecins et de faire comme ça pour les inciter à vendre par des petites commerciales, en exploitant donc avec cynisme toutes les failles de l'être humain, de la séduction, bon, voilà, c'est comme ça, le monde est comme ça. Et en fait, en 2021, il y a eu un accord juridique entre McKinsey et la justice américaine, parce qu'ils étaient donc poursuivis par les familles et par certains États. Un accord juridique, et ils n'ont jamais reconnu ni réfuté leur culpabilité, si vous voulez. Donc c'est resté au statu quo, mais ils ont quand même payé $600 millions pour que ça s'arrête, que les poursuites s'arrêtent. Donc en soi, voilà, chacun en déduira ce qu'il veut quand on paye $600 millions, voilà. Mais officiellement, ils n'ont jamais dit qu'ils avaient fauté. Donc je pense que la série, peut-être pour se protéger juridiquement, n'a pas voulu mêler leur nom voilà, aux épisodes. Mais en tout cas, le rôle est documenté et n'importe qui peut chercher. Alors, le bilan de l'histoire, c'est que au fond, en 2016, la famille qui possède Purdue est la 16e famille la plus riche des États-Unis, que l'entreprise a fait 36 milliards de bénéfices rien qu'avec l'Oxycontin. Elle avait proposé de donner 4 milliards d'indemnité. C'est 6 milliards. Voilà. Cette année, il y a eu un accord juridique qui a été fait, qui a été trouvé avec le laboratoire. Oui. La famille qui détenait le laboratoire a mis le laboratoire en faillite. Donc c'est une procédure légale de mise en faillite, et il devait payer 600 milliards d'indemnités, en échange de quoi le laboratoire ne ferait plus face à des poursuites plus jamais. Et ils ont demandé à ce que leur famille, en nom propre, donc pas juste leur entreprise, leur laboratoire, mais en nom propre, leur famille, ne soit plus jamais poursuivie. Et là, coup de théâtre, quelques jours avant la sortie de cette série, donc est-ce un hasard ou pas, ou est-ce que les projecteurs étant focalisés sur cette histoire ont fait que ça a fait bouger les choses, on ne sait pas trop. La Cour suprême aux États-Unis a suspendu cet accord juridique pour réévaluer, pour voir s'il y avait peut-être pas une façon de fuir ses responsabilités en nom propre, et un abus de mise en faillite, parce que ce sont des gens très riches, c'est-à-dire que même après les 6 milliards, ils sont encore très riches. Donc, on n'a pas encore la réponse de ce que va dire la Cour suprême sur ce dossier. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça peut créer une jurisprudence pour des prochains scandales sanitaires en cours et à venir, potentiellement. Et donc, c'est vraiment quelque chose à suivre de notre part à tous en tant que citoyens, cette décision américaine, parce que ça va vraiment avoir un impact sur comment vont être gérés tous les scandales sanitaires liés à des laboratoires, etc., à partir de la réponse à cette question. Alors, j'ai vu qu'il y avait 3 grandes majors du monde pharmaceutique, si j'ose dire, qui avait été condamné également à 24 milliards, toujours dans cette crise des opioïdes. Ça fait donc 30 milliards en tout. On peut se dire c'est beaucoup, mais si vous faites la division par 500 000,
Ça fait 60 000 $ par mort. Et puis 500 000, ça c'est le nombre de morts, mais combien de personnes sont encore vivantes mais ont des séquelles, ont leur vie foutue, et toutes les familles, c'est 500 000 morts, mais chaque famille, si on dit qu'il y a 5 à 10 personnes ou 20 personnes par famille, vous comprenez, c'est multiplié, la vie de millions de gens a été impactée par ce scandale. Et c'est ça souvent qu'on oublie dans tous ces scandales sanitaires, c'est que c'est pas... Évidemment, il y a la victime qui l'a vécu dans sa chair, mais il y a aussi les familles, il y a aussi les proches. C'est des vies foutues, quoi. Et vraiment, ça, il y a un manque dans la justice. On le voit tous les jours sur d'autres sujets. Il y a un manque quand même d'empathie parfois et d'humanité, de comprendre ce que ça veut dire tout ça. En fait, c'est pas juste un chiffre, 500 000 morts. Ça représente vraiment des. Et c'est ça qui touche. Et c'est important parce que encore une fois, on voit des vraies victimes en début de chaque. C'est très rapide, mais on les voit quand même. À propos de la notation donc de la série, je prends Allociné parce que Allociné c'est quand même le seul truc. Je ne vais pas prendre le nombre d'étoiles donné par Netflix parce que là évidemment, à mon avis, c'est pas probant. C'est un peu opaque aussi. Donc Allociné, les téléspectateurs mettent 4 étoiles. La presse curieusement n'en met que 3. Moi j'ai beaucoup aimé. Et vous? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous dis, je pense que c'est d'utilité publique. Alors même si c'est peut-être pas la perfection, c'est pas une série qui aura un Emmy ou quoi. Moi, je pense que c'est vraiment d'utilité publique. Il faut que vraiment, j'encourage vraiment les gens à regarder cette série. Je l'ai trouvée très bien faite, déjà très bien fichue, très bien jouée. Les acteurs sont incroyables. C'est très bien réalisé. Et en plus, vraiment, le sujet est un sujet majeur. Et je suis contente que Netflix. J'étais surprise que Netflix touche à un sujet aussi sensible, étant donné la crise Covid et tout de suite de traiter tout le monde de complotiste ou de ci ou de ça. Ça montre qu'il y a un sujet, que c'est pas juste des fantasmes, que parfois il peut y avoir des dérives et qu'il faut vraiment être vigilant et c'est pas d'être complotiste ou je ne sais quoi, d'en parler. Au contraire, c'est s'équiper intellectuellement et on voit que, mais même en France, il y a eu beaucoup de scandales de sang contaminé. Déjà, je suis étonnée qu'il n'y ait pas une série quelque part sur le sang contaminé. J'allais vous le dire. Exactement. Ou Médiateur des Paquines. Enfin voilà. Et ça, encore une fois, ce sont des vies de vrais gens. Ce ne sont pas des statistiques. Alors ce que je trouve, c'est que Netflix, lorsqu'ils font de la fiction, se perdent dans une espèce de wokisme pénible. Mais pas là. Et quand ils font des sujets d'actualité, en général, c'est de meilleure qualité. Et en ce qui concerne cette série Painkiller, je trouve que vraiment, vous avez raison, c'est à voir. Je vous remercie beaucoup, Béatrice. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.